D'un membre des Hells Angels qui maudit le juge à un autre qui reste sans émotion, les réactions de ces membres de gang à leur condamnation à mort vous laisseront sous le choc. Voici donc quelques-uns des membres des Hells Angels les plus dangereux réagissant aux sentences prononcées par le tribunal. Tout d'abord, parlons. Antonio Bagnato. Antonio Bagnato, un ressortissant australien, a été condamné à mort en Thaïlande pour l'enlèvement et le meurtre de Wayne Schneider, un ancien membre des Hells Angels, en décembre 2015. Le corps de Schneider a été découvert dans une fosse sablonneuse peu profonde dans la province de Sataip, avec une nuque brisée et de graves blessures au visage, correspondant à un violent passage à tabac. Bagnato et Schneider étaient d'anciens partenaires commerciaux, copropriétaires d'une salle de boxe à Sydney. Tous deux faisaient l'objet d'une enquête de la police australienne pour d'autres activités criminelles. Bagnato était déjà recherché pour le meurtre de Bradley Dillon à Sydney en 2014. La police thaïlandaise a identifié Bagnato comme le cerveau du meurtre de Schneider, citant comme motif un conflit sur un réseau international de drogue de plusieurs millions de dollars couvrant l'Europe et l'Asie. Bagnato a été arrêté à Phnom Penh, au Cambodge, après avoir fui la Thaïlande à la suite du meurtre de Schneider. Le tribunal a présenté de nombreux éléments de preuve au cours du procès, notamment des témoignages plaçant Bagnato sur les lieux du crime, les données GPS de sa voiture de location et des preuves ADN trouvées sur le site où le corps de Schneider a été enterré. Ces preuves ont été utilisées pour le condamner malgré son plaidoyer de non-culpabilité. Lors de la condamnation au tribunal pénal de Pattaya, Bagnato est apparu en tenue de prisonnier et avec des fers aux pieds. La salle d'audience était bondée lorsque le juge a lu le verdict de condamnation à mort. Bagnato n'a montré aucun signe de remords, mais a plutôt réagi avec incrédulité et frustration en entendant la sentence. Il a maintenu son plaidoyer de non-culpabilité tout au long du procès et sa défense a fait valoir que les preuves présentées étaient circonstancielles. Le gouvernement australien, qui s'est toujours opposé à la peine de mort, a subi des pressions pour intervenir. Alors qu'il s'était déjà prononcé contre la peine capitale dans les cas d'Andrew Chan et de Myuran Sukumaran, tous deux exécutés en Indonésie en 2015, le cas de Bagnato a suscité moins de sympathie de la part de l'opinion publique en raison de la nature violente du crime et de ses antécédents criminels. Toutefois, les défenseurs des droits de l'homme ont souligné que la gravité du crime ne devait pas justifier la peine de mort, mettant en avant la position de l'Australie contre la peine capitale pour tous les individus, quel que soit le crime. L'équipe juridique de M. Bagnato a commencé à travailler sur un appel après le verdict, en se concentrant sur la contestation des preuves et des questions de procédure au cours du procès. Elle a fait valoir qu'une condamnation à perpétuité serait plus appropriée et que la peine de mort était disproportionnée malgré la brutalité du crime. Cette affaire continue d'attirer l'attention sur les politiques thaïlandaises en matière de peine capitale, avec plus de 600 prisonniers dans le couloir de la mort, bien que la dernière exécution ait eu lieu en 2009. Les défenseurs des droits de l'homme estiment que la justice devrait être rendue sans recourir à la peine de mort, tandis que le sort de M. Bagnato reste incertain en raison du déroulement de la procédure d'appel. Ensuite, nous avons une personne qui a aidé Bagnato à s'échapper du Cambodge. Luke Joshua Cook. Luke Joshua Cook, un Australien de 34 ans membre du gang de bikers des Hells Angels, a été condamné à mort en Thaïlande pour avoir tenté de faire passer en contrebande 500 kg de méthamphétamine en cristaux, également connu sous le nom d'ice. La drogue, d'une valeur d'environ 300 millions de dollars, devait être transportée de la Thaïlande vers l'Australie. L'épouse thaïlandaise de Cook, Kanyarat Wechapitak, a également été condamnée à mort pour son implication. L'opération de contrebande remonte à 2015, lorsque Cook et d'autres personnes auraient acquis la méthamphétamine auprès d'un fournisseur chinois dans les eaux internationales. Selon les autorités thaïlandaises, les drogues ont été transportées sur un yacht. Cependant, au cours de leur voyage de retour, ils ont rencontré un bateau de patrouille de la marine thaïlandaise près de la province de Chonburi. Pour tenter d'échapper à la capture, ils auraient jeté la drogue à la mer. Plus tard, plus de 50 kg de méthamphétamine se sont échoués sur une plage de Rayong, ce qui a donné lieu à une enquête plus approfondie. Cook et son épouse ont été arrêtés en décembre 2017 à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok. Au cours du procès, Cook a nié toute implication dans le complot de contrebande. Son avocat a fait valoir qu'il n'y avait pas de preuves concrètes le reliant au crime. Malgré leurs efforts, le tribunal a déclaré Cook et sa femme coupables. En entendant la condamnation à mort, Cook se serait montré choqué et incrédule. Il a maintenu sa position de non-culpabilité tout au long de la procédure et son avocat a fait part de son intention de faire appel du verdict dans les 30 jours. Outre leur condamnation, les autorités thaïlandaises ont confisqué des biens appartenant au couple d'une valeur de plus d'1,2 million de dollars. Il s'agit notamment de propriétés et d'objets de valeur liés à leurs activités criminelles présumées.
L'arrestation de Cook a également attiré l'attention en raison de ses liens passés avec des activités criminelles. Il avait déjà été condamné pour avoir aidé Antonio Bagnato à fuir au Cambodge après le meurtre du chef des Hells Angels, Wayne Schneider. Les accusations ont été confirmées par la Cour d'appel en 2020, bien que les intéressés aient clamé leur innocence. Toutefois, dans un revirement étonnant, la Cour suprême thaïlandaise a rejeté toutes les accusations portées contre eux en septembre 2021, invoquant l'absence de preuves suffisantes. Cette décision a marqué la fin d'un calvaire de 4 ans pour le couple, qui a été libéré de prison et autorisé à reprendre le cours de sa vie. Cook était expulsé vers l'ayant Australie. Alors que l'affaire Cook prenait une tournure dramatique, un autre Australien, Tiomer Stojic, s'est retrouvé confronté à de graves accusations en Thaïlande. Tiomer Stojic. Tiomer Stojic, un Australien de 47 ans, a été arrêté à Buriram, en Thaïlande, lors d'une opération de police coordonnée visant un important réseau de trafic de drogue. Le raid a conduit à la découverte de 20 grammes de méthamphétamine, ou ice, cachés dans sa voiture. Stojic a été placé en détention avec 2 autres Australiens, Jamie Hansom et Stephen Hovey, qui auraient été impliqués dans le même réseau. L'enquête a révélé que le groupe s'en prenait aux touristes à Pattaya, une ville connue pour sa vie nocturne trépidante et sa réputation de haut lieu de la criminalité. La police a trouvé d'importants éléments de preuve lors des perquisitions, notamment 1,1 kg de méthamphétamine, une arme à feu, des accessoires de drogue et des relevés bancaires montrant des transactions financières supérieures à 1 million de bahts. Ces éléments de preuve donnent une image claire d'une opération bien organisée, Stojic et ses associés jouant un rôle clé dans la distribution de méthamphétamine aux étrangers de la région. Alors que Stojic risquait d'être condamné à mort s'il était reconnu coupable, il a réagi avec stupeur et effroi. Son arrestation a marqué le début d'une période de détention tendue, les autorités continuant à enquêter sur l'étendue de son implication dans le trafic de drogue. Stojic, comme les autres personnes arrêtées, était conscient des peines sévères imposées par la Thaïlande pour les crimes liés à la drogue, en particulier ceux impliquant de grandes quantités de stupéfiants. La gravité des accusations pesait lourdement sur lui, et il a été rapporté qu'il semblait de plus en plus anxieux au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroulait. Stojic n'a pas commenté publiquement les accusations portées contre lui, ni son implication dans l'opération. Cependant, la police pense que les hommes travaillaient avec un réseau plus large qui s'étendait sur plusieurs pays, y compris des liens avec d'autres groupes criminels tels que le Comanchero Motorcycle Club. Les autorités thaïlandaises ont déclaré que l'objectif des hommes était de vendre de la méthamphétamine aux touristes, en particulier à Pattaya, qui reste une zone clé dans la lutte contre le trafic de drogue. Alors que l'enquête se poursuit, l'avenir de Stojic reste incertain, la menace d'une condamnation à mort pesant sur lui. Le prochain article porte sur Jeffrey Velton et un meurtre qui en a choqué plus d'un. Jeffrey Velton a été arrêté dans le cadre du meurtre de Stephen Losey en février 2015. Losey a été retrouvé abattu dans une camionnette après avoir conduit de manière erratique et s'être écrasé près de l'intersection de Santa Fe Avenue et Berkeley Road, au nord de Turlock. Il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures par balle. Velton, un associé connu du Modesto Hells Angels Motorcycle Club, a d'abord été considéré comme un suspect dans cette affaire, mais il n'y avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Cependant, au cours d'une enquête fédérale sur un présumé réseau de drogue impliquant des membres haut placés des Hells Angels, de nouvelles informations ont fait surface, liant Velton au meurtre. Ces éléments ont conduit à son arrestation en octobre 2020. L'accusation a présenté des preuves de l'implication de Velton dans le meurtre. Un passant avait trouvé Losey avec une blessure par balle à la jambe qui avait touché une artère et lui avait demandé qui lui avait tiré dessus. Les derniers mots de Losey furent que Jeff lui avait tiré dessus et le nom de Velton fut mentionné. Les enquêteurs ont également découvert que Velton avait reçu une balle dans la main peu après l'incident, ce qui a soulevé d'autres questions quant à son implication. Velton a affirmé que lui et un autre homme avaient rencontré Losey à l'occasion de la vente d'une montre et qu'au cours de cette rencontre, l'autre homme avait ouvert le feu avec 2 armes à feu, l'atteignant ainsi que Losey. Velton a donné aux enquêteurs le nom de l'autre homme, mais n'a pas pu fournir d'autres détails, et les enquêteurs n'ont pas pu retrouver quelqu'un correspondant à sa description. Malgré les nouveaux éléments de preuve, l'affaire a été abandonnée lorsque le FBI et le bureau du procureur des États-Unis ont dissimulé à l'accusation des preuves et des témoins cruciaux, notamment des informations sur un éventuel second tireur. Sans ces informations, le bureau du procureur a demandé le classement de l'affaire, tout en laissant entendre qu'il pourrait la réintroduire lorsque les informations seraient fournies. Velton a été initialement inculpé de meurtre au second degré avec une aggravation pour utilisation d'une arme à feu. Le procureur a également évoqué la possibilité
d'ajouter une circonstance particulière qui porterait les charges à un meurtre au premier degré, rendant Veltoen passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Toutefois, l'enquête fédérale se poursuivant, l'avenir de Veltoen reste incertain et l'affaire pourrait être réintroduite une fois que les preuves retenues seront disponibles. Après le revirement de l'affaire Veltoen, nous allons maintenant nous pencher sur l'histoire effrayante de Caius Veiovis et des meurtres brutaux auxquels il a participé. Caius Veiovis. Caius Veiovis a été condamné à la prison à vie pour son rôle dans les meurtres brutaux de 3 hommes à Pittsfield, dans le Massachusetts. Il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'intimidation de témoins. Le jury l'a déclaré coupable après 6 jours de délibération. À l'énoncé du verdict, Veiovis n'a manifesté aucun remords. Au contraire, il a crié aux jurés « Les meurtres ont eu lieu en 2011 lorsque David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell ont disparu. Leurs corps démembrés ont été retrouvés enterrés à l'extérieur de Pittsfield 10 jours plus tard. Les procureurs ont déclaré que Veiovis avait aidé Adam Lee Hall, membre des Hells Angels, et David Chalut à commettre l'enlèvement et les meurtres. Glasser devait témoigner contre Hall dans une affaire d'agression, et les 2 autres victimes ont été tuées pour dissimuler le crime. Tout au long du procès, Veiovis a clamé son innocence. Il a affirmé avoir été isolé pendant 3 ans et avoir refusé de coopérer avec les autorités. Il a déclaré que le procureur avait même admis qu'il n'avait pas tué les victimes, mais qu'il cherchait des informations sur l'élimination de leur corps. Veiovis a rejeté un accord de plaidoyer qui lui aurait permis d'obtenir une réduction de peine de 7 ans, déclarant qu'il préférait passer sa vie en prison plutôt que d'avouer quelque chose qu'il n'avait pas fait. Le tribunal a condamné Veiovis à 3 peines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Ses coaccusés, Hall et Chalut, ont également été reconnus coupables des meurtres et ont été condamnés à des peines similaires. L'affaire a choqué la ville de Pittsfield et, en raison de sa notoriété, le procès a été déplacé à Springfield, dans le Massachusetts, afin de garantir un jury équitable. Veiovis a des antécédents de crimes violents. En 1999, lui et sa petite amie ont été condamnés pour agression, après avoir attiré une adolescente dans leur chambre de motel, lui avoir coupé le dos avec une lame de rasoir et avoir bu son sang. Il a purgé 3 ans de prison pour ce crime. En 2006, il a été accusé d'enlèvement et de possession de drogue après avoir retenu 2 stripteaseuses contre leur gré, mais les accusations d'enlèvement ont été abandonnées par la suite. Malgré sa condamnation, M. Veiovis n'en démord pas. Après sa condamnation, il a déclaré au tribunal qu'il comptait faire appel. Son apparence, qui comprend des implants en forme de corne sur le front, le mot 666 tatoué au-dessus des sourcils et d'autres symboles sataniques, a attiré l'attention pendant le procès. Toutefois, les procureurs se sont concentrés sur les preuves solides qui le relient au meurtre, plutôt que sur son apparence ou ses croyances. Caius Veiovis passera désormais le reste de sa vie derrière les barreaux, mais il continue d'affirmer qu'il n'a joué aucun rôle dans ces crimes. Veiovis n'était pas le seul à être lié à ces meurtres brutaux. Adam Lee Hall a également joué un rôle clé dans ces événements choquants. Adam Lee Hall. Adam Lee Hall, membre influent du club de motards Hells Angels, a été reconnu coupable du meurtre de 3 hommes et a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité consécutive pour ces crimes. Hall a été reconnu coupable du meurtre de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell en août 2011. Les procureurs ont déclaré qu'ils les avaient tués pour empêcher Glasser de témoigner contre lui dans une autre affaire. Frampton et Chadwell ont été assassinés simplement parce qu'ils se trouvaient avec Glasser à ce moment-là. Lors du prononcé de la peine, le juge a décrit les actes de Hall comme témoignant d'une dépravation et d'un mépris de la dignité humaine dépassant son expérience. Il a également été condamné à une peine supplémentaire pour vol et enlèvement. Main armée Hall avait pris pour cible Glasser, qui souffrait d'un handicap mental, ce qui le rendait particulièrement vulnérable. Le tribunal a appris comment Hall a traqué, intimidé, battu, piégé et finalement tué Glasser. Monsieur Hall n'a pas beaucoup d'émotions montrées lors de la condamnation. Il a baissé la tête à l'énoncé du verdict et est resté silencieux tout au long de la procédure. Cependant, Hall a eu un accès de colère pendant les déclarations du procureur, où il a nié de manière flagrante des événements clés qui le liaient au meurtre. Malgré la lourdeur de la peine, l'avocat de la défense de Hall a fait valoir qu'il n'y a pas de preuves matérielles y avait le reliant directement au meurtre. Cependant, 2 de ses coaccusés ont témoigné que Hall était le cerveau des meurtres. Une autre personne accusée de complicité a affirmé qu'elle avait aidé à se débarrasser des corps par crainte de Hall. Les crimes de Hall ont profondément affecté les familles des victimes et la communauté. Les membres des familles des victimes ont exprimé leur soulagement que justice ait été rendue
tout en reconnaissant qu'aucune peine ne pourrait ramener leurs proches à la vie. Le juge a souligné que les actes de M. Hall touchaient au cœur du système judiciaire, puisqu'il a cherché à plusieurs reprises à l'entraver en éliminant des témoins. La condamnation d'Adam Lee Hall marque la fin d'une longue bataille juridique qui a commencé par ses tentatives de réduire un témoin au silence et qui s'est transformée en un triple homicide brutal. Ensuite, nous avons le troisième homme impliqué dans le meurtre de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell. David Chalus. David Chalus est l'un des 3 hommes impliqués dans l'horrible triple meurtre commis en 2011 dans le comté de Berkshire. Avec Adam Lee Hall et Caius Veiovis, Chalus a enlevé David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell au domicile de Frampton à Pittsfield aux premières heures du 28 août 2011. Les victimes ont été torturées, abattues et démembrées avant que leur corps ne soit retrouvé à Beckett, dans le Massachusetts, 10 jours plus tard. Cet acte brutal a été lié à l'implication de Chalus dans des activités criminelles, notamment à sa relation avec Hall, qui devait témoigner contre lui à l'époque. Dans la salle d'audience, après avoir été reconnu coupable de meurtre au premier degré, Chalus a été condamné à 3 peines de prison à vie consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision a été prise pour refléter la gravité des crimes et pour honorer la vie de chacune des victimes. L'avocat de Chalus, Donald W. Frank, a demandé que les peines soient purgées simultanément. Mais le juge a rejeté cette demande et ordonné des peines consécutives. Lors de la condamnation, Chalus n'a pas montré beaucoup d'émotion. Son avocat a indiqué que Chalus n'était pas d'accord avec le verdict, mais qu'il acceptait le processus judiciaire. Il a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et s'est excusé auprès de sa propre famille, qui était présente au tribunal. Cependant, les familles des victimes n'ont pas été touchées par ces excuses. Elles n'ont aucune pitié, fait preuve de réclamant au contraire la peine la plus sévère possible. Les déclarations d'impact lues par les membres des familles ont révélé l'immense douleur qu'ils avaient subie à cause de ces meurtres insensés. Le procureur du district de Berkshire, David Capeless, a souligné que Chalus ne méritait aucune pitié en raison de la nature brutale des crimes. Il a souligné que les victimes avaient été torturées, mutilées et tuées d'une manière incroyablement dépravée. Capeless et le tribunal ont clairement indiqué que les meurtres sans cœur étaient rares, pas seulement, mais qu'il s'agissait également d'une trahison de la confiance, les victimes ayant été prises pour cible alors qu'elles étaient vulnérables. À la fin de la procédure judiciaire, Chalus a quitté la salle d'audience en compagnie de certains membres de sa famille qui lui ont exprimé leur amour. Cependant, les familles des victimes n'ont éprouvé aucune compassion pour l'homme qui leur avait enlevé leurs proches d'une manière aussi brutale et insensible. Examinons ensuite le cas de Jay Witt, où les accusations prennent une tournure différente, mais restent liées au monde de la criminalité et de la violence. Jay Witt. Jay Witt, un membre des Hells Angels âgé de 48 ans, a été condamné à une peine de 30 à 40 ans de prison pour homicide involontaire, utilisation d'une arme et possession d'une arme par une personne interdite. Il avait plaidé coupable à ces accusations après que les procureurs eurent abandonné l'accusation de meurtre qui pesait sur lui. L'affaire découle de la mort d'un autre membre des Hells Angels, William Furlong, qui a été retrouvé mort au clubhouse des Hells Angels le 14 juillet 2013. Witt doit purger une peine de 17,5 ans avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. M. Witt avait été arrêté en lien avec la mort de M. Furlong. Les autorités ont confirmé qu'il avait été placé en garde à vue près de la 30e rue et de Sorensen Parkway vers 9h30 le 19 août 2013. Des agents de l'US Marshal Service et de la police d'Omaha ont participé à l'arrestation. Witt était initialement recherché pour meurtre au second degré et utilisation d'une arme à feu pour commettre un crime. Au cours de l'enquête, la police a localisé le véhicule volé de Witt à proximité de l'Interstate 680 et de Mormon Bridge Road grâce à OnStar. Une arme à feu a été découverte dans le véhicule lors de l'arrestation. Le corps de Furlong a été retrouvé au Hells Angels Motorcycle Club et la cause du décès a été déterminée comme étant une blessure par balle. L'enquête initiale a mis en évidence un acte criminel, ce qui a conduit les autorités à traiter l'affaire comme un homicide. Enfin, nous avons Stephen Sanders. Stephen Sanders, ancien dirigeant du San Diego chapitre du club de motards Hells Angels, a été condamné à 25 ans de prison pour de multiples crimes graves. Il s'agit notamment d'enlèvement, d'agression, de vol et de sollicitation de meurtre. Sanders avait été impliqué dans plusieurs activités criminelles violentes qui ont finalement abouti à sa condamnation. Sanders a reconnu avoir enlevé 2 personnes au profit des Hells Angels, un crime qui implique l'utilisation de la force et de l'intimidation. Il a également admis avoir agressé des personnes avec l'intention de leur causer de graves lésions corporelles, une agression violente qui s'est produite lors d'une fête à Pacific Beach.
En plus de ces accusations, il a été accusé d'avoir sollicité un meurtre, d'avoir tenté de faire tuer des témoins et des enquêteurs dans le cadre d'une affaire en cours impliquant un enlèvement et des actes de torture. Lors de sa condamnation, Sanders s'est adressé à la cour, déclarant qu'il s'était senti poussé à plaider coupable. Il était conscient de la longue peine à laquelle il s'exposait en cas de condamnation lors du procès. Malgré cela, Sanders a continué à nier que les Hells Angels étaient un gang de rue criminel, un point que son avocat a soulevé pour tenter de retirer son plaidoyer de culpabilité. Le juge a toutefois rejeté cette requête et Sanders a été condamné à 25 ans de prison d'État. Cette affaire a constitué une victoire importante pour les forces de l'ordre, la Drug Enforcement Administration et le bureau du procureur du district de San Diego, ayant collaboré pour traduire Sanders en justice. Le procureur, Bonnie Dumanis, s'est félicité de cette condamnation, déclarant qu'elle avait permis de retirer un dangereux criminel des rues de San Diego. Sanders a été impliqué dans une série de crimes violents au fil des ans, et son projet de faire tuer des témoins clés et des agents des forces de l'ordre a montré l'étendue de son comportement criminel. La condamnation de Sanders a été un coup dur pour le chapitre des Hells Angels de San Diego, puisqu'elle a entraîné l'élimination d'un dirigeant clé de leur organisation. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.